Yeah, Grover Washington, c'est vrai, you can make it. Oui, ils peuvent, effectivement. 3 heures d'entretien. Emmanuel Macron, si tu ne vas pas à Lagardère ira à toi, comme on dit dans une mauvaise allitération. Eh bien, Emmanuel Macron est allé à l'Infectiopole de la Timone hier, rencontrer Didier Raoult. Et puis, voilà, ils ont parlé pendant 3 heures. Il a présenté effectivement les médecins, les infirmiers, tout ce qui était là, avec le président de son conseil scientifique. Et bon, il a été question, alors Didier Raoult lui a donné la dernière étude de l'IHU, qui porte sur un cohorte de 1000 patients, etc. Eh bien oui, ça a été, on verra ce que ça va donner, puisque c'est lundi soir que donc on va entendre Emmanuel Macron qui va parler non seulement de ceci, mais la refondation, de tout ce qui va se passer, de tout ce qui peut s'améliorer. On verra ce que ça donne. Et puis, en attendant, ce qui est quand même très intéressant, ce qu'il faut se rappeler, on n'a pas les mémoires courtes. On se rappelle, il y a encore quelques jours, il y a encore 2 semaines, 3 semaines. La polémique, c'était pire que l'affaire Dreyfus, c'était pire que n'importe quoi, c'était pire que l'école libre. C'était les pour Raoult ou les contre Raoult. Et attention, les contre Raoult, ça n'y avait pas de main morte. Écoutez. C'est un non-conformiste de l'establishment, qui est d'ailleurs un peu déséquilibré, accessoirement, psychiquement. Je vais être tranchant. C'est un charlot. Ouais, on ne peut pas faire de la médecine comme ça. Je pense que cette histoire va au-delà de toute controverse scientifique. Je suis absolument écœurée par ce qui se passe. Sur la base d'un essai qui est absolument contestable sur le plan scientifique et qui ne montre absolument rien quand on regarde exactement les chiffres, exactement la façon dont il a été mené. On expose les gens à un faux espoir de guérison, donc pour une maladie dont on sait que dans 80% des cas, au bout de quelques jours, il n'y a plus de virus et qu'on guérit spontanément. Il faut quand même rappeler les choses pour ce qu'elles sont. Donc, ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. Eh ben dis donc, ça n'y va pas effectivement de main morte. Absolument scandaleux, ça ne veut rien dire. Alors la dernière personne qui parlait, attention, c'est Karine Lacombe, infectiologue et chef de service à l'hôpital Saint-Antoine. Voilà, 80%, ça n'a rien, tout ça est scandaleux, tout ça. Marcel Ichou, c'était lui qui disait chez Hanouna sur C8, Raoult Didier, c'est un charlot. Marcel Ichou est médecin généraliste et évidemment, c'est un spécialiste, comme on peut dire, qui connaît tout sur le coronavirus. Et enfin, ne négligeons pas Alain Duhamel, 50 ans de journaliste, l'urologue et infectiologue bien connu, qui disait carrément sur BFM TV, le professeur Raoult est un peu déséquilibré psychique, voilà. Et rappelons aussi Daniel Cohn-Bendit, mais qu'il se tait, ce Raoult, c'est quoi, c'est rien, etc. C'était assez formidable de voir cette espèce, mais plus que de la haine, c'est pas possible. Et voilà, eh bien c'est ce charlot, ce déséquilibré psychique, ce rigolo qui est allé voir Macron. C'est pas Raoult qui est allé à l'Élysée, c'est Macron qui est allé à Marseille. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est une espèce de lutte, alors, qui comprend l'ego, les intérêts, des tas de choses comme ça derrière. Et il faut raconter, d'ailleurs, Mediapart et Marianne a fait un très bon papier là-dessus, l'hebdomadaire Marianne, ils ont fait une bonne enquête, et puis d'autres aussi, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Très rapidement, je vous dis voilà. D'abord, il y a eu des rapports conflictuels avec le milieu médical parisien et Raoult, notamment Yves Lévy, mari de l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn. L'inauguration du nouvel IHU de Marseille en mars 2018 s'est fait sans la présence ministérielle d'Agnès Buzyn. La ministre a toujours ignoré l'infectiologue. Il a demandé des rendez-vous. On le prédit que la ministre n'avait pas le temps. Voilà. Alors ensuite, il a été quand même suivi et il y a eu effectivement, il a annoncé le 25 février les effets prometteurs. Eh bien, quand il a annoncé les effets prometteurs, il y a eu un article des Décodeurs du Monde, vous voyez, considéré comme un journal sérieux quand même. Eh bien, les Décodeurs ont considéré comme trompeur le titre d'une de ses vidéos. Et puis, le ministère de la Santé, aucune étude rigoureuse publiée dans une revue internationale, un comité de lecture indépendant ne démontre l'efficacité de la chloroquine pour lutter contre l'infection au coronavirus de chez l'être humain.
Voilà, donc ça a continué, le Saint-Marc à l'Élysée. Exactement, déjà Emmanuel Macron avait de la considération pour Didier Raoult puisqu'il l'invite à participer au conseil scientifique. Il n'est pas resté très très longtemps, il a dit ce qu'il pensait, etc. Bon voilà, Macron en tout cas déjà connaissait Raoult l'a reçu, etc. En fait, et puis il y a eu tout le reste, si vous voulez, on a changé d'avis 2 ou 3 fois, vous vous rappelez, on en a parlé, etc. On a dit que, effectivement, recours à la molécule, on disait le commissaire, le conseil de la santé, mais ce recours à la molécule ne devait s'effectuer que chez les patients en retard respiratoire, alors que à Marseille, ils avaient dit très très clairement qu'il fallait administrer le cocktail, le protocole Raoult, que si il était administré dans les premiers temps et surtout pas au moment où ça n'avait aucun intérêt. Donc, conflit d'intérêts, oui. Par exemple, on peut donner un exemple, on va en parler. L'infectiologue Yazdan Nampana, du comité de la santé, il fait partie du conseil scientifique, et on s'est toujours abrité derrière le conseil scientifique. Bon, Bruno Lina et d'autres, lui, il a reconnu, il est expert auprès de l'OMS, c'est un excellent professionnel, et il a eu près de 100 000 euros d'avantages en 5 ans. Les firmes les plus généreuses à son égard, MSD, Johnson & Johnson, GSK. Bien. Il y a eu aussi d'autres, effectivement, Denis Malvy, effectivement, dans Transparence Santé. Bon, il a eu quand même un certain nombre. Alors lui, c'est des voyages, des chambres d'hôtel, etc. Karine Lacombe, celle qui a dit qu'elle était scandalisée absolument. Or, elle a reçu, sa fiche sur Transparence Santé le dit, qu'elle a reçu des avantages du laboratoire américain Gilead, qui est en train de fabriquer le Remdesivir, aussi, qui serait concurrent, effectivement, du protocole Raoult. Et puis, AbbVie, l'autre laboratoire AbbVie, donc 20 000 euros d'un côté, 23 000 euros de l'autre, etc. C'est-à-dire, il y a eu une espèce comment dirais-je, il y a eu une espèce de mélange entre les égos, entre les conflits d'intérêts, etc., qui n'a pas du tout joué, et qui n'a pas été vraiment... Et qui reste d'ailleurs dans ce flou. On verra si Emmanuel Macron vraiment dissipe les fumées, et on l'espère. Mais encore une fois, entre 23 mars, au Conseil de la santé publique, il dit on encadre la prescription, uniquement à l'exception de formes graves hospitalières. Évidemment, aucun médecin de ville ne peut prescrire quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Ensuite, hydroxychlorine et l'opivanir ritonavir. C'est encore autre chose. C'est un antiviral. Tout ça est mélangé, mais pas du tout l'hydroxychlorine avec l'azithromycine, qui est le protocole du professeur Raoult. Donc tout ça, si vous voulez, fait un espèce de mélange incroyable. Et du coup, l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, que nous avons reçu dans Berkoff, dans tous ses états, et à Sud Radio, fait une pétition en disant, écoutez, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, effectivement, réserver l'hydroxychloroquine en cas de pneumomatie, avec détresse respiratoire, mais ce sont justement les cas pour lesquels ce traitement n'est pas efficace. Alors, il y a vraiment un problème là. Donc, voilà, on en est là, etc. Alors, qui joue, comment ça se joue, etc. Cette prescription, tout ça n'est pas clair. On a intérêt à vraiment clarifier ceci. Et il faut savoir, si vous voulez quand même, que la commission spécialisée maladies infectieuses et maladies émergentes du Haut Conseil, selon l'enquête de Marianne, le président de la dite commission, c'est Christian Chidiac. Christian Chidiac a déclaré, parce que les médecins sont obligés de déclarer effectivement leurs intérêts vis-à-vis de tel ou tel laboratoire. Christian Chidiac a des liens d'intérêt, avantages, rémunérations, conventions, avec de très très nombreux groupes de l'industrie pharmaceutique, Pfizer, MSD, Novex Pharma, etc., mais aussi Gilead, encore une fois, le laboratoire dont on a parlé. Donc, il y a un problème très simple. En fait, la loi dit qu'un médecin qui a des intérêts et qui émarge au conseil d'administration de tel ou tel laboratoire, ce qui est son droit, doit le déclarer s'il va à la radio ou à la télévision faire des déclarations et des analyses sur tel ou tel produit, quel qu'il soit. C'est absolument demandé et recommandé par la loi sous peine de sanction. Donc on espère véritablement que cette histoire vraiment
parce que en attendant, il y a une angoisse, il y a des vies, il y a ce qui se passe dans les EHPAD, il y a tout cela. En tout cas, il faut reconnaître quelque chose qui est vraiment patent aujourd'hui, c'est que le plaquenil, l'hydroxychloroquine, ne peut pas être effectivement distribué par un seul médecin aujourd'hui, médecin de ville, uniquement dans les hôpitaux, alors que le Rivotril, qui lui est la sédation pour des personnes très âgées et qu'on ne peut pas sauver, eh bien lui, depuis le 28 mars, il est absolument recommandé, ou en tout cas permis. Il y a là un problème, 26 mars, plaquenil, autorisé uniquement en hôpital, 28 mars, Rivotril, autorisé par les comités médicaux en EHPAD. Il y a un problème, on ne peut pas ne pas l'ignorer, et franchement j'espère que ça va s'arranger et qu'on aura lundi soir en tout cas avec Emmanuel Macron la clarté que nous attendons tous. Allez, vous nous appelez, je le disais, 0826 300 300, vous commentez sur les réseaux sociaux, sur le Facebook Live de Sud Radio. Est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, a bien fait d'aller consulter le professeur Raoult hier à Marseille? Venez nous donner votre avis, on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Docteur, toujours je grelotte, j'ai le front brûlant. Docteur, contre l'amour, existe-t-il un médicament? Eh oui, ce serait bien si c'était uniquement contre l'amour, cher Claude Nougaro. Mais là, ça va beaucoup plus loin, c'est la vie des gens qui est en jeu. Et nous avons reçu un communiqué, et ça m'a fait réagir très fort. C'est un communiqué du Conseil national des jeunes chirurgiens qui date il y a une semaine. Je ne vais pas vous lire le communiqué entier, mais je voudrais vous lire quelques phrases. Et il dit ceci, le Conseil national des jeunes chirurgiens français. L'exercice médical est-il l'art d'appliquer des recommandations édictées par de larges études scientifiques de haut niveau? Non. Si tel était le cas, bon nombre de patients souffriraient et mourraient encore inutilement en attendant que de providentielles statistiques viennent autoriser à ce qu'on les sauve. On sait exactement, on est dans le vif du sujet dont on vient parler. Et il dit, aujourd'hui, et j'ajoute le communiqué, aujourd'hui des patients par centaines meurent chaque jour de Covid-19 dans les services où nous luttons seuls avec nos patients contre un virus récemment découvert. Oui, nous luttons seuls, car ce patient ne peut avoir d'espoir qu'en son équipe soignante face à ce virus inconnu que nulle certitude de menace. Et il ajoute, je ne vais pas le lire entier parce que nous avons son président avec nous, mais juste quelque chose. Peut-on accepter de succomber à la faiblesse d'attendre les résultats de grandes études? Peut-on accepter de sacrifier les vies de nos concitoyens sur l'autel du principe de précaution car le bénéfice nous paraît clairement supérieur au risque? Peut-on laisser des considérations économiques ou des batailles de chapelle gouverner le choix d'administrer un traitement semble-t-il efficace et préférer condamner nos patients? Voilà ceux qui disent respectons nos patients, respectons-nous. Gabriel Sedioun, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour également à vos invités. Bonjour à toutes nos concitoyennes et à tous nos concitoyens qui nous écoutent en ce moment. Alors justement, votre communiqué est très clair, je n'ai pas lu le tout, mais je voudrais vous dire, qu'est-ce qui vous a amené à dire ça? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le centre, effectivement, de votre préoccupation, vous qui êtes sur le terrain, que vous êtes au front? Oui. Bien sûr. Bon, moi, je voudrais quand même préciser certaines choses. Je ne partage et je ne suis pas, en tout cas avec le CNJC, pas responsable des propos des uns et des autres. Je ne parlerai je ne parlerai que du médical et de l'éthique, sans parler de la politique. Un de mes collègues chirurgiens m'a demandé d'intervenir pour le CNJC et donc je suis présent avec vous pour lancer un message surtout de solidarité nationale avant tout. Mon intervention aujourd'hui, c'est en tant que médecin et président du Conseil national des jeunes chirurgiens. Je voudrais avant tout envoyer un message de remerciement. Pas un instant ne passe sans que nous ne pensions aux malades, aux victimes et aux familles endeuillées par l'épidémie, aux soignants et soignantes qui sont en première ligne, à toutes celles et ceux qui sont en deuxième ligne également et qui font que notre pays tient debout dans cette période difficile. Nous le dirons jamais assez, mais merci, merci, merci. Depuis plusieurs semaines, les jeunes chirurgiens et l'ensemble du corps médical et paramédical sont pleinement mobilisés aux côtés des patients et des pouvoirs publics pour faire face à l'épidémie du Covid-19.
Mais l'heure est pour l'instant au combat. Nous le menons pour nos concitoyennes et concitoyens. C'est notre devoir. Notre pays compte sur nous, tous, pour affronter cette épidémie. Nous savons que malgré les difficultés, malgré les risques, nous saurons répondre collectivement et individuellement aux défis. Concernant le communiqué, moi je voudrais préciser quand même qu'il y a eu un communiqué explicatif parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas vu c'était quoi le message. C'était un petit peu flou pour certains, d'autres personnes ils étaient pour, d'autres ils étaient contre, ce qui est normal. Mais le communiqué c'est avant tout une ouverture de débat et c'est pas une prise de position. C'était une idée de l'ancien président... Attendez, Gabriel Saïdou, non, mais je comprends, vous dites, mais c'est une prise de position, vous pouvez pas dire que c'est pas une prise de position. Je parle pas politique, je comprends que vous voulez rester sur le domaine de la santé, mais vous dites quelque chose de très précis. Si c'est pas une prise de position, je sais pas ce que ça veut dire. Vous dites, voilà, on va pas attendre des études, des statistiques, des luttes politiques pour agir. C'est une prise de position, ça, Gabriel Saïdou. Permettez-moi de retranscrire l'histoire comme c'est. Une idée a été lancée par l'ancien président du Conseil national des jeunes chirurgiens, qui est membre du bureau, donc Marc-Olivier Gossy, qui est orthopédiste aniste, qui souhaitait ouvrir un débat éthique concernant la prescription médicamenteuse. Pour nous, et je le répète, il n'y a aucune prise de position, ce n'est pas un sondage national. Nous n'édictons aucune recommandation dans ce communiqué parce qu'il y a eu un communiqué explicatif. Nous ne proposons strictement aucune thérapeutique. En particulier, on n'ouvre pas un débat sur une thérapeutique précise, mais on reste dans le général. C'est une ouverture des débats proposés par Marc-Olivier et approuvée par le bureau. La recherche clinique reste une référence pour émettre des propositions scientifiques. Ça reste une référence. C'est ce qu'on fait. On fait des masters, on fait des thèses, on fait des recherches pour approuver quelque chose. Donc ça reste une pierre angulaire et ça reste quelque chose de très important pour, nous sommes d'accord, pour la sécurité, pour la sécurité du patient et la sécurité du soignant et la sécurité globale. Mais dans ce contexte et l'agitation des esprits autour de l'obligation des moyens qui nous incombent face aux patients, en dehors de toute agitation médiatique bien évidemment, ont poussé nombre d'entre nous à se poser la question de l'indépendance médicale dans le choix des traitements qu'il peut donner, non pas seulement devant l'urgence, mais aujourd'hui devant le danger. Donc on se pose des questions, on lance quelque chose pour que ça soit fructueux. Je voudrais juste quand même préciser que donc c'est vraiment un débat éthique que nous souhaitons ouvrir. Et donc il y aura nécessairement plusieurs avis et plusieurs points de vue pour et contre, ce qui est normal. Donc je répète, c'est une ouverture de débat maintenant. C'est pour débuter une réflexion médicale et éthique qu'il faudrait réactiver après la crise. Bon, en tout cas, c'est la perception d'une grande partie du bureau. Gabriel Saïdou, écoutez-moi, je comprends, mais moi, excusez-moi, on parle français, vous et moi, et je ne vois pas pourquoi vous avez, excusez-moi, vous me donnez l'impression d'avoir peur de ce que vous avez écrit vous-même. Quand vous dites, loin des fauteuils confortables de nos congrès et de la quiétude des commissions d'autorisation, ce face-à-face tragique doit nous rappeler que l'acte de soin, et particulièrement dans l'urgence actuelle, je pèse vos mots, n'engage que le médecin en conscience et qu'il ne devra rendre de compte qu'à son patient. Ça, j'appelle une prise de position, excusez-moi. Monsieur Berkoff, il n'y a aucune peur par rapport à quelque chose. Mais alors pourquoi vous ne le dites pas? C'est très bien. L'interprétation, mais Monsieur Berkoff, l'interprétation, elle engage surtout la personne qui est en train de lire. C'est pour cela que nous, puisqu'il y avait un certain malentendu, parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme vous le dites maintenant, il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés, qui voulaient comprendre ce qui s'est passé, qui voulaient comprendre c'est quoi ce communiqué, quel est l'objectif du communiqué, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Et ça, c'est une vérité, c'est les retours qu'on a eus. Et c'est pour cela qu'on a, peut-être vous l'avez pas lu, il y a eu un communiqué explicatif où le titre était clairement un choix éthique. C'est-à-dire qu'il y a un choix éthique qu'il faut mettre en place, et c'est le sujet, et c'est l'essence de ce communiqué dès le départ.
Tout à fait, mais c'est ce que j'appelle, peut-être qu'on s'est mal entendu sur les termes, mais ça s'appelle une prise de position. Docteur Saïdoun, je ne veux pas du tout vous engager dans quoi que ce soit, dans la lutte au niveau des médicaments, des protocoles, des luttes d'intérêt, bien sûr pas du tout. Moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a plu, je parle en tant que patient potentiel, et je l'ai été, c'est que ce que vous dites, quand vous dites n'engage que le médecin en conscience et qu'il ne devra de rendre compte qu'à son patient, moi j'appelle ça une prise de position au bon sens du terme. C'est ouvert, vous n'êtes pas en train de rentrer dans la polémique, je n'ai jamais dit ça, mais c'est très important que vous, chirurgiens, quand je dis vous, pas seulement vous personnel, vous les jeunes chirurgiens, vous les médecins, vous dites attendez, il y a face à nous, parce que vous savez très bien, on a eu une polémique très forte là-dessus, tout le monde, je parle pas de nous, je veux dire, entre la médecine sur tableau Excel, la médecine si vous voulez, je dirais numérisée, variable d'ajustement, et le médecin qui est face à son malade. Et ce que vous rappelez, et qui me paraît fondamental, et pas moi seulement, c'est que le médecin doit être d'abord au service et avec son malade et son patient. Voilà. Et je crois que vous l'avez dit très bien. En fait, ça, on est tout à fait d'accord sur ce point de vue. Nous, moi, ma position, notre position actuellement, c'est d'éclaircir les choses. C'est-à-dire de dire que certes, oui, le médecin, il a des obligations envers son patient, et ce qui est normal, ça on le sait. C'est l'essence de notre engagement en tant que médecin. Du serment d'Hippocrate. Oui. Mais vous m'avez posé une question générale. Qu'est-ce qu'on fait ? On a certaines études. Il y a une problématique nationale, internationale même, sur une pathologie qui est responsable d'une crise sanitaire internationale dont on n'a pas le remède actuellement. C'est ça l'essence de ce communiqué de presse. C'est vraiment de lancer ce débat éthique, de sortir de tout aspect politique ou autre, mais surtout de rentrer dans un aspect qui est médical, qui est éthique, et de rentrer dans l'essence de tout ce qu'on fait. C'est vraiment le soin qu'on peut donner à notre patient. Et vous l'avez très bien, je comprends, et vous l'avez très bien expliqué.